Bienvenue dans Memento Mori, le podcast qui parle du présent en prenant la fin comme point de départ. Je m'appelle Raphaël Charlier, je suis pasteur à Grenoble. Et je m'appelle Mathieu Giralt, pasteur à Etup, et on est tous les deux blogueurs sur toutpoursavoir.com. Alors, je le dis direct, avant qu'on lance l'enregistrement, il me faisait son accent du sud un peu bancal, et j'ai dit je te mets au défi de faire tout l'épisode comme ça. Mathieu, vas-tu le faire? Franchement... Tu sais pas si tu vas tenir. Moi, j'aimerais que tu tiennes. Ça me ferait bien marrer. Déjà, en fait, pourquoi j'ai fait ça? Parce que j'étais énervé, tu vois. J'étais à Bordeaux. Moi, je viens de Bordeaux à la base. J'étais à Bordeaux. Ça fait plus toulousain, là, ton accent, que Bordeaux. Ouais, mais en fait, c'est pas grave. Après la prédication, je parlais avec une femme, et puis je sais pas ce qu'on disait, et puis elle me dit: ah, mais t'es dans la région? Je lui dis non, j'habite dans l'Est. Et elle me dit: ah oui, ben ça s'entend, t'as l'accent de l'Est. Et là, je me suis énervé, j'ai dit c'est pas possible. Quand je suis dans le sud-ouest, on me dit t'as l'accent de l'Est. Quand je suis dans l'Est, on me dit t'as l'accent du sud-ouest. C'est oui, mais t'es un enfant du monde, c'est pour ça. Voilà, t'es un enfant de... Voilà, t'as roulé ta bosse. Je suis t'es de toutes les cultures. Un étranger voyageur sur la Terre, voilà. C'est ça. Bien, en tout cas, bienvenue à tous. La semaine dernière, on a fait un épisode sur la sombre affaire Pellico. En fait, nous sommes le même jour, nous enregistrons l'épisode de cette semaine. Purée, tu donnes toutes les ficelles du... oui, je donne toutes les ficelles. En même temps, un mythe s'effondre. Oui, mais on habillé pareil. Non, mais tu sais pourquoi je dis ça? Parce que ça se trouve, en fait, il va se passer des trucs de fou dans la semaine concernant le procès Pellico. Ouais. Et les gens ils vont dire ils en ont pas parlé. Ouais, voilà. Si en fait on apprend, je sais pas quoi, en fait c'est un espèce de coup monté. Enfin, je sais pas, t'imagines le truc de fou. Renversement pas possible. Voilà. Donc je le dis, on est le 24 septembre, il est 15h57 ici. Et nous, on reprend notre réflexion sur la masculinité. Et aujourd'hui, on va discuter ensemble, Mathieu, de l'homme barbare, des hommes barbares que nous sommes, avec donc c'est le chapitre, qui est en nous, réveiller le barbare qui est en vous. Tiens, ça peut être un petit épisode. Unleash your beast. Voilà, réveille le barbare qui est en toi. Ça, c'est les pubs Frosties. Oui, c'est ça, ouais. Ou au mieux Gillette, quoi. Ah non, c'est plus ça, Gillette. Ouais, c'est plus ça, je sais pas ce que ça donne maintenant, Gillette. La perfection au masculin. Non, je crois que c'est pas ça parce que maintenant, le masculin, c'est mal. Ah oui. D'accord. La déconstruction au masculin. La perfection masculin. Ouais, je pense t'as un homme torse nu qui regarde un autre homme dans le miroir. D'accord. Ok. Super. Donc, on va réfléchir sur l'inner barbarian, le barbare qui est en vous, on pourrait dire. Ou dans cet épisode, on va parler de la manière dont la masculinité a été influencée, redéfinie par l'influence du darwinisme. Est-ce que tu veux nous en dire un peu plus, Mathieu? Ouais, donc on est toujours dans le livre de Nancy Pearcey et on est en train de parcourir un petit peu l'histoire en réalité de la masculinité. Et donc dans ce chapitre, Nancy Pearcey elle se demande quel a été l'impact, l'influence du darwinisme, des thèses darwinisme sur à la fois la vision de la masculinité, mais aussi tout simplement le comportement des hommes. Et donc on va voir comment le darwinisme a modelé la masculinité. À partir de là, on va voir qu'il y a des échos encore très forts à ce qu'on vit aujourd'hui, qu'il y a beaucoup de choses qu'on entend ou qu'on voit, que ce soit à la fois dans certains discours,
ou dans certaines productions, je pense, tu vois, des films ou des trucs comme ça, on voit qu'il y a toujours, enfin, qu'il y a encore des restes de la vision dont tu vas parler. Et puis, on va voir comment la vision du monde chrétienne répond à ça. Et en fait, moi, je trouve une beauté là de ce qu'on fait avec ce livre, c'est de montrer comment il n'y a rien qui change. À la fois, le péché vient tordre la vision de la masculinité et vient tordre aussi le comportement des hommes. Et à chaque siècle, on a des causes secondes différentes, mais la cause première du péché est toujours la même. Et comment aussi à chaque siècle, la vision du monde chrétienne, la vision de la masculinité chrétienne ne change pas et est toujours une réponse à une vision de la masculinité toxique, on va dire, ou mauvaise, qui elle change. Et ça, on le voit en fait. Pourquoi ? Parce que la vision de la masculinité chrétienne, elle est transcendante et elle traverse les cultures et les âges, alors que la vision de la masculinité, elle fluctue avec les âges. On voit que les mots se succèdent et se ressemblent en réalité. Ouais. Et alors, sur la théorie de l'évolution donc de Darwin, qui pour rappel, la théorie de l'évolution, c'est que les espèces évoluent selon des mutations aléatoires et les pressions environnementales. Et si la mutation aléatoire génétique correspond à une survie dans un milieu donné, et alors elle va permettre la survie de l'espèce. Sinon, cette espèce ne va pas survivre, elle va disparaître. Et en fait, derrière, il y a l'idée que c'est le plus fort qui va survivre, ou celui qui s'est adapté qui va survivre, et que en fait la survie, que souvent on tire de cela en sociologie, le fait que si je reprends la question, on parlait la dernière fois de l'émerveillement devant une œuvre d'art ou devant la beauté, c'est qu'on va dire avant l'homme devait comprendre pour survivre, il devait trouver que des choses étaient bonnes et d'autres mauvaises, et c'est ce qui lui permettait de survivre comme ça. Et donc on rend compte un petit peu de beaucoup de comportements aujourd'hui qu'on a du mal à expliquer en disant à la préhistoire ou encore avant, forcément il y a eu une nécessité pour l'homme, et ça explique nos comportements aujourd'hui. Et comment le darwinisme a influencé la vision de la masculinité en particulier. Ouais, ce qui est intéressant de souligner et important de comprendre, c'est que maintenant on parle c'est un prisme, et maintenant on parle de... Oui, c'est une herméneutique. Voilà, c'est ça, c'est une herméneutique. On parle de l'évolution comme un a priori essentiel à travers lequel on va tout interpréter. Donc, on est passé d'une théorie concernant l'origine des espèces à un méta-récit, et en réalité, en germe, mais aussi présent dans le texte, il y a cette explication de pourquoi et de comment l'homme est devenu ce qu'il est. Et donc aujourd'hui, maintenant, il y a une vision de l'évolution qui vient servir d'outil pour tout expliquer. Et alors, comment ça s'est fait que le travail de Charles Darwin et la publication de l'origine des espèces en 1859 est venu bousculer et changer la vision de la masculinité? Eh bien, c'est cette idée que, alors c'est assez simpliste, mais quand on le dit comme ça, mais au fond, il y a l'idée que nous sommes, avant d'être des humains, des animaux, et que pour survivre, il a fallu se battre, et qui a son... Alors, je te cite
Je te cite un livre de 1916 qui s'appelle Savage Survivals, qui dit « La civilisation n'est qu'une peau. Le cœur de la nature humaine est barbare. » Ou Michael Kimmel qui parle des livres de Tarzan, pareil, qui nous montre qui nous dit « Descendre l'échelle de l'évolution est le seul moyen de retrouver sa virilité. » Et en fait, il y a cette idée que la société est venue polisser ce que l'homme était vraiment pour le rendre aujourd'hui ce qu'il est. Et il y avait cette idée que ce qui définissait l'homme dans la société, c'était des vertus qui étaient plutôt féminines, hein, puisqu'on se rappelle que avec un glissement, les vertus de douceur, d'amour, de paix, etc., étaient associées à la femme, et que il y a eu un double renversement. Il y a eu ce premier glissement, mais aussi cette idée que les hommes étaient de plus en plus qualifiés de sauvages, de barbares, de primitifs. Et donc en fait, au lieu de se battre contre ces qualificatifs, contre cette description de la masculinité, eh bien les hommes, ils ont transformé en badge un petit peu tu vois, en insigne de fierté, et ils ont trouvé dans la théorie de l'évolution un petit peu un écho à cela, en disant mais finalement oui, en fait, les hommes sont des barbares, et ceux qui ne le sont pas, c'est parce qu'ils ont oublié ce qu'ils étaient et qu'ils sont devenus de plus en plus comme des femmes. C'est ça. Et on le retrouve beaucoup dans les discours justement dans les pourquoi un homme, ce qui est un vrai homme, tu vois, que les femmes se tournaient. Par exemple, on légitime ça. J'ai déjà entendu ça, tu vois, sur les hommes qui sont un peu bad boy, tu sais, ou qui sont plus virils et tout. Pourquoi les femmes aimaient ça? C'est parce que dans la préhistoire, parce qu'elles avaient peur de se faire bouffer par des tigres à dents longues, et ben elles savaient qu'un homme qui avait plus de poils et qui était plus costaud allait mieux les protéger. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui elles vont voir des mecs qui se font des tatouages et qui vont acheter une GTR et se la raconter sur les réseaux sociaux, tu vois. Qu'est-ce qu'on peut être teubé des fois, hein? C'est fou, hein? Et oui, mais c'est pas ma faute, hein, si j'ai acheté un RS4, c'est à cause de l'évolution. C'est ça. Et les mecs disent, c'est ça en fait, hein, qui va séduire les filles. C'est des critères de masculinité, quoi. Alors qu'on peut aimer les grosses bagnoles juste parce qu'on kiffe les grosses bagnoles, tu vois, et qu'on rêve d'avoir un pick-up. Ok, alors comment le darwinisme finalement a impacté la perception des genres? Quelles idées il a pu introduire, tu vois, dans les relations hommes-femmes, dans tout ça, tu vois? Ouais, et c'est là où on a un truc super intéressant aussi avec ce qu'on a dit la semaine dernière, c'est que aujourd'hui, le discours, justement, le discours en réaction avec l'affaire Pellico dont on a parlé, c'est de dire non, on n'est pas des violents, tous les hommes ne sont pas des violents, et tous les hommes ne sont pas des barbares. Alors que justement à cette époque-là, il y a cette idée que les instincts primitifs sont au cœur de l'identité masculine, et que la violence est en fait naturelle, la combativité fait partie de ce qu'est un homme. Voilà. Et là, c'est en lui, c'est dans ses gènes, il en a besoin pour survivre, quoi. C'est ça. En fait, qu'est-ce que ça veut dire être un homme? Si un homme n'est pas violent, il n'est pas vraiment un homme. Voilà. Pourquoi un homme a besoin de tromper sa femme? Parce qu'en fait, il a besoin c'est par pulsion de survie de l'espèce. Donc l'homme veut se reproduire avec plein de femmes et c'est hérité de ça, quoi. Donc c'est pour ça que les hommes ont des besoins. Exactement. Il doit répandre sa semence dans le champ le plus étendu pour qu'il survive. Mais là, ce qui satisfait parfaitement l'épouse, hein, quand on lui dit ça. Hein. Mais oui, toutes les femmes. C'est pour la survie de l'espèce. Chérie, je te trompe pour sauver l'humanité.
Ça, mais c'est oui, quand toutes les femmes sont d'accord avec ça. Je suis un héros. Enfin, je veux dire, t'as Superman et puis t'as le mari adultère, quoi. Voyons. Écoute, j'ai un complexe du Messie, c'est pour ça que je t'ai trompé. Ça, c'est infernal. Et là, on a Percy, elle dit, mais il y a un renversement. Depuis l'époque des Grecs et des Romains, elle dit, la vertu était définie comme la maîtrise des passions inférieures par les facultés supérieures de la raison, de l'esprit et de la volonté morale. Avant, en fait, ces pulsions-là et ces instincts-là, c'était justement vu comme quelque chose de bas, de mauvais, qu'on devait réprimer, qu'on devait surmonter. Et la vraie force, c'était la force morale, la force de se maîtriser. C'est le platonisme, quoi. C'est vraiment le platonisme. Ouais. Exactement. Et là, le darwinisme, il dit non, en fait. Si l'homme, il a triomphé des autres espèces, et si l'homme, il est devenu ce qu'il est, c'est pas parce que le mec, il sait se contrôler, mais parce qu'au contraire, il a déglingué tout le monde. Et donc, en fait, ce qui était mauvais auparavant est devenu le centre du moi authentique. C'est-à-dire que non seulement c'est bon, mais c'est constitutif de ce que je suis. Et ça alimentait aussi une vision répandue qui voyait la femme comme intellectuellement inférieure, incapable de comprendre les luttes masculines. Il y a aussi une alimentation directe entre la théorie de Darwin et ces idées-là que les femmes sont inférieures et que finalement la société continue d'avancer et de se maintenir parce que les hommes ont ce pouvoir et cette autorité et que les femmes leur sont inférieures et doivent leur être subjuguées. Ouais. Et on retrouve ce dont on avait parlé, je crois, il y a 2 épisodes dans le chapitre qui s'appelait Taming Men, où les femmes se retrouvent à une position où elles doivent maîtriser les pulsions et les instincts de l'homme. Et donc il y a cette idée que genre le mari c'est un sauvage et que sa femme elle doit être là pour les apaiser, pour les calmer et là c'est texto hein, dans les textes qu'on lit, c'est en apprenant à cacher leur ressentiment à l'égard des mauvais traitements. Et donc là c'est un truc de ouf, c'est-à-dire que on dit qu'il est normal et naturel que les hommes soient des grosses brutes et que les femmes elles doivent les dompter et si elles n'arrivent pas elles doivent se la fermer. Et donc ça c'est un truc de ouf. On lit les femmes transforment la convoitise masculine en amour, canalisant l'errance masculine en emploi, foyer, famille, transforment les chasseurs en pères, détournent la volonté de puissance masculine en une pulsion de création. Ce qui est aussi, je trouve, fort, c'est que le darwinisme, à une époque, tu vois, au 19e, vraiment, on est dans une quête rationaliste, apporte en fait un nouveau fondement, justement, à cette vision-là, qui est un fondement scientifique. Et dans une idée que, en fait, la vérité ne vient que de la science, quelque part, si c'est la nature qui a voulu que les choses soient ainsi et que tu l'affirmes scientifiquement, comment tu veux lutter contre ça, quoi, tu vois quelle autorité tu veux mettre en face de cette autorité scientifique Et c'est intéressant, encore une fois, que un discours sociétal est en fait le résultat d'un commentaire sociologique à propos d'un truc empirique sur la nature. Enfin, il n'y a rien de scientifique dans le sens le plus dur, tu vois, des sciences de la vie et de la Terre. À la base, c'est une théorie sociologique. Et ça a toujours été au rang de théorie c'est pas une loi, c'est la différence entre la loi scientifique qui est démontrée et la théorie qui est une hypothèse qui est posée mais qui n'est pas démontrable scientifiquement, quoi. Alors qu'on l'enseigne aujourd'hui comme une loi. C'est ça qui est une escroquerie. Et là, on parlait de déplacement de la culpabilité et en fait, en rendant
la violence chez les hommes naturels et en reconnaissant qu'il convient aux femmes de les maîtriser, en fait, on est en train de déplacer la responsabilité et on est en train de charger la femme de... S'il y a un problème, en fait, c'est pas l'homme, parce que l'homme, c'est normal, en fait, qu'il soit une brute. C'est juste qu'elle a pas réussi. Elle n'a pas réussi à faire ce qu'elle devait, c'est-à-dire le calmer. Ouais. Et toi, tu te dis, mais c'est le discours, en fait, de la culpabilisation des victimes. C'est exactement le même procédé de dire, ah, mais si tu t'es fait violer, c'est parce que tu portais une jupe. Ouais, et toi, tu es là, mais attendez. Si tu portes une Jeep, t'es une femme super forte. si tu portes une Jeep, si tu portes une Jeep, à mon avis, tu as autant de testostérone qu'un homme. Un tank. C'est un autre problème. Ouais, et tu disais, il y a... mais tu retrouves aussi ce discours, tu vois, dans le fait, par exemple, des femmes, tu vois, par exemple, des maris adultères ou des choses comme ça, et le discours va être, ouais, mais elle n'a pas su me garder, satisfaire mes besoins, tu vois. Ouais, c'est ça. Tu comprends, j'ai des besoins. Voilà, etc. Et du coup, en fait, la culpabilité est sur la femme. Et tu sais que tu as même ce discours-là. J'en parlais avec Marion. Et elle me dit qu'elle a, dans son entourage, entendu plusieurs fois de femmes entre elles. Ou de femmes qui jugent une autre femme, qui disent, ouais, elle s'est fait tromper. Ouais, mais tu vois, c'est parce qu'elle ne sait pas s'y prendre avec son mari. Et que, voilà. Ou qui, oh, mais tu sais, faut pas leur en vouloir. Tu vois, on les connaît, les hommes. Ils sont comme ça, tu vois. Voilà, tu vois, c'est horrible, horrible. Ouais. Il y a ce truc de... C'est intéressant, hein, les hommes sont comme ça. Il y a ce truc de boys will be boys. Ouais, c'est ça. Qui caractérise... et d'ailleurs, il n'y a pas... L'équivalent français de boys will be boys, il n'y en a pas de littéral. Le plus proche, c'est « il faut que jeunesse se passe ». Ouais, c'est ça. C'est comme ça que sont les hommes, quoi. Et en fait, c'est ça, ce truc, le boys will be boys qui caractérise l'immaturité des gamins est devenu... le mantra des hommes. Le mantra des hommes, tu vois. Et dire, en fait, ils n'arrivent pas à se maîtriser. Ah, mais tu sais, ils sont encore immatures, c'est comme ça, quoi. Ils seront toujours comme ça, quoi. Et tu disais, Percy, elle parle justement d'un article dans Time, dans le magazine Time, qui est écrit par un psychologue évolutionniste, et qui est titré « L'infidélité, c'est peut-être dans nos gènes ». Qui dit « La dévotion monogame à vie n'est tout simplement pas naturelle ». Et donc lui, il dit finalement c'est normal de ne pas être fidèle parce que... Et ce qui est tout à fait cohérent. Enfin, je veux dire, avec une grille de lecture darwinienne, dire, si tu veux, la survie de l'espèce, le mélange des gènes, multiplier les possibilités de se reproduire. C'est pour ça qu'on a des pulsions, des désirs sexuels. Ben, il faut assouvir ces désirs-là, c'est logique, quoi. Enfin, je veux dire, ça apporte un vrai socle idéologique. Est-ce que tu as regardé, là, je vais t'envoyer le machin, mais j'ai regardé la dernière fois c'est des extraits du spectacle de Farid, tu vois ce gars? C'est un humoriste? Peut-être, ça me dit vaguement quelque chose, je crois pas que j'ai jamais regardé. C'est un humoriste, c'est toujours sapé, on dirait qu'il va à la Fashion Week, un Renoir... Tu vois pas. Et c'est intéressant parce que. Je crois que je vois ce que c'est, mais ouais. Justement, la fin de son spectacle, c'est sur la fidélité. Et c'est super intéressant dans à la fois son discours, mais aussi comment il amène. Peut-être qu'on fera un épisode là-dessus, je pense que ça vaut le coup. Okay. Mais en tout cas, tout ça, ça contribue aussi à maintenir les vertus chrétiennes comme une affaire de femmes. Ouais. On l'a déjà dit, et ça c'est un glissement qui date, que Percy fait remonter aussi à l'époque des grands réveils, et notamment du deuxième grand réveil. On voit aussi que ça a continué avec les mouvements de réforme dont on a parlé les dernières fois, avec ces mouvements de réforme qui étaient soutenus par les églises et souvent aussi en lien avec des considérations religieuses. Et du coup, le foyer continue d'être dans cette vision du monde-là
une affaire de... Enfin, le foyer, le seul endroit où la religion est encore présente, et continue d'être une affaire de femmes. Et du coup, la religion en elle-même, mais aussi la vision du monde et la vision de la masculinité biblique est tournée en dérision, quoi. C'est le death work. Et c'est ça, 40 ans, toujours puceau. Ouais, c'est ça. Et ce qui est intéressant, t'as pas encore un homme, normalement... C'est que tu vois, à l'époque, là, avec ce qu'on parle, la religion est décrite comme un truc de femme et qu'elle vient s'opposer à une vision barbare de l'homme. Et aujourd'hui, on dit... Elle empêche l'homme d'être lui-même, quoi. C'est ça. Et aujourd'hui, on dit la religion est le terreau et l'explication pour laquelle les hommes sont violents. Et tu vois, deux époques de discours opposés complètement sur le même sujet. Ouais. C'est à cause de la religion que les hommes peuvent pas être bien, et c'est à cause de la religion qu'ils sont mauvais. Vas-y. Et tu vois, c'est ça qui explique, selon Percy, c'est ça qui explique aussi le manque de vocabulaire. Elle dit carrément, pour parler d'amour, pour parler de sentiments, qui sont devenus des trucs de femmes, en fait. On n'arrive pas à associer l'idée d'amour avec l'idée de masculinité, où on prend d'autres vertus, dont on a déjà parlé, la question de la tendresse, la question de la compassion, etc. Toutes ces vertus qui sont des vertus chrétiennes, qui font partie aussi de nos vocations. C'est par compassion qu'on va sacrifier, c'est par amour qu'on va sacrifier pour l'autre. C'est aussi l'amour et la compassion qui vient nourrir notre courage. C'est cette tendresse aussi qui nous aide à être des maris selon le cœur de Dieu, et des pères aussi qui ne viennent pas irriter leurs enfants par une dureté. Qui sont lents à la colère et riches en Exactement. compassion. Et là, on confond en fait la question de la fermeté et de la dureté. Et on voit facilement le glissement qu'il peut y avoir entre la discipline et l'abus, par exemple, tu vois. Ouais, tout à fait. Mais on se retrouve avec une situation où les vertus essentielles d'amour, de compassion, de tendresse, etc., sont reléguées aux femmes seulement, et que non seulement les hommes ne peuvent plus les vivre, mais même plus en parler. C'est ça. Et puis, il y a associé à ça, il y a l'idée aussi que finalement, les hommes qui, eux, les vrais hommes qui seraient les hommes forts, violents, agressifs et tout ça, finalement, dans les temps de paix, ils ne peuvent pas exprimer cette violence-là, et qu'ils ont besoin de la guerre. Ouais, exactement. Il y a cette idée, et on a pu le dire, on a pu l'entendre, tu vois, même dans notre génération, ce qu'il nous faut, c'est une petite guerre, tu vois. Il y a cette idée que les périodes de guerre sont le seul moment où il y a vraiment la vertu masculine qui peut s'exprimer, et que la notion de lutte, en fait, elle n'existe plus en temps de paix, et qu'il n'y a que la guerre qui peut produire des vrais hommes. Et que l'homme ne peut être vraiment qu'un homme dans un moment où seul lui peut faire ce qu'il est vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que à la guerre, qui c'est qui va se battre ? C'est les hommes. C'est les hommes qui vont se battre et pas les femmes. Et donc, puisqu'il n'y a que lui qui peut faire ça, c'est vraiment en temps de guerre qu'on peut à la fois tester, mais aussi former les hommes. C'est ça que on a l'impression, dans ce discours, la masculinité se fait dans le creuset de la guerre, quoi. Et ce qu'explique Percy, c'est que quand il y a eu les périodes de guerre, et quand aussi la société s'est urbanisée, c'est-à-dire quand on n'était plus dans les champs à soulever des gros trucs de foin et de faire des trucs physiques, en fait, on serait retrouvés comme des gros tas assis sur nos chaises à roulettes. Et on a développé on a développé en fait le sport, en fait, et le sport et le développement de la force physique est devenu le moyen
d'être un vrai homme, en fait. Donc on voit ces deux notions-là, à la fois de la force physique, mais aussi de la violence, comme étant des caractéristiques d'une vraie masculinité. Donc que le vrai homme, c'est celui qui est capable de casser la bouche à quelqu'un et de développer 120 kilos. Ouais. Je trouve qu'il y a quelque chose d'intéressant là-dedans, dans le sens où il y a une vision des fois un petit peu, justement, que la guerre forme des vrais hommes, une vision un petit peu romantique, tu vois, de la guerre. Tu vois, de l'homme qui va se surpasser et qui est associé associé à la notion de conflit, à la notion de combat du bien contre le mal, tu vois. Et on associe toujours, bien sûr, quand on pense à ça, ben, on se situe toujours dans le camp du bien, tu vois. Et de dire que les hommes à la guerre sont des hommes valeureux, courageux, etc. Bon, dans les faits, la question du camp du bien et du mal dans les guerres, dans l'histoire, c'est beaucoup plus complexe et nuancé que ça. Et quand tu vois dans les guerres, tu vois ce qui a pu se passer. Tu vois, je pensais là dans l'histoire, ils ont mis beaucoup de temps, tu vois, par exemple, à parler des viols commis par les GIs américains en France au moment de la libération. Où tu avais des gars qui étaient en même temps des héros, tu vois, qui arrivaient et tout ça, mais qui en même temps ont violé des femmes, etc. Enfin, tu as eu des trucs horribles qui se sont passés, quoi. Et je trouve que derrière ces discours-là, il y a une vision souvent très factice et ne se rendent pas compte, naïve, et ne se rendent pas compte, et on le voit, tu vois, dans tous les... Comment la guerre aussi va... Enfin, ceux qui disent ça, en fait, je pense que ceux qui disent il faudrait une bonne guerre sont des générations qui n'ont pas connu la guerre, tu vois. C'est ça. Parce que quand tu l'as connu et que tu vois comment ça peut te rendre fou aussi, ça peut te détruire et te rendre violent. Et enfin, les guerres, pareil, hein, à chaque fois, hein, qui paye les plus gros tributs. Alors oui, tu as énormément d'hommes qui meurent, mais souvent les femmes et les plus faibles et les personnes âgées, etc., enfin ceux qui sont plus fragiles, bah, ceux qui se font violer, ceux qui se retrouvent à devoir assumer derrière plein de choses et tout ça, et qui sont les premières victimes, quoi. Ouais, c'est clair. Ouais. Et ça pose la question de la force et de son but. Est-ce que la force, en fait, est une fin en soi? C'est-à-dire, est-ce qu'on veut être fort pour être fort? Ou est-ce que être fort, c'est être un homme? Ou plutôt la question de pourquoi on veut être fort? Et il y a une force. Alors, bien sûr, on parlait de la force de caractère et de la force morale. Et là, je crois que, tu vois, la question de la maîtrise de soi est fondamentale dans la question de la vertu chrétienne, des vertus chrétiennes. Et comme on disait, en fait, celui qui n'est pas capable de se maîtriser, oui, c'est une bête, et en fait, c'est aussi un gamin. Ce qui fait un homme, c'est justement qu'il est capable de se maîtriser. Ce qui fait la force, c'est pas que tu peux casser la bouche de quelqu'un, c'est que tu peux ne pas casser la bouche de quelqu'un. C'est ça. Alors que tu pourrais le faire, tu choisis de ne pas le faire. C'est ça qui fait la force. Je pense que je suis très fort parce que j'ai souvent envie de casser des bouches. Ouais. Je te laisse le juge de cela. Je me maîtrise beaucoup. Ouais. C'est ça. Ou alors, parce qu'il y en a un paquet qui mériterait il y en a un paquet qui mériterait de perdre quelques dents. Mais et je te sens en colère, Raph, en ce moment-là. Oui. Déjà la semaine dernière, tu nous as dit, je sens une colère poindre. Exactement. Non, mais c'est vrai, je lutte avec la colère en ce moment. Effectivement. Ça me rappelle le chapitre de Paul Lisson, là. Dans son livre Chrétien en colère, tu sais, il a un chapitre, le titre c'est Est-ce que vous avez un problème avec la colère? Oui. Tu tournes, il y a marqué oui, et le chapitre il est fini. Oui, c'est ça, exact. C'est au début du bouquin, ouais. C'est trop fort. Ouais, mais c'est ça, ouais. Non, mais c'est vrai que. Non, mais il y a tellement de trucs, d'injustice, de machin et tout, enfin, que je vois autour de moi, et de tout plein de trucs où quand t'entends à la télé, à chaque fois, je me dis, pétard, quelques minutes sur un ring en face de lui, j'aimerais bien. Octogone. Octogone, ouais, voilà, un octogone. Mais tu vois,
la question de la force, la Bible, elle en parle. Alors, bien sûr, la force de caractère, mais aussi la force physique. Il y a une dimension de la force de l'homme, mais qui est donnée pour prendre soin. C'est ça. Il y a un truc de... La force physique a un dessein qui n'est pas physique. Elle est un moyen, mais son dessein est moral. C'est ça. Et c'est jamais pour soi, en fait. On n'est pas fort pour soi et on n'est pas fort pour se réaliser. On est fort pour servir. Et il y a ce truc de... on peut pas rejeter la force. Ah oui, la force, c'est la masculinité toxique. On devrait tous être des gros faibles et des machins. Non, en fait, on doit être des hommes forts. On doit être des hommes forts moralement et physiquement. Je pense qu'on devrait être le plus fort qu'on peut. Et ça ne veut pas dire, encore une fois, être culturiste. Mais ça veut dire qu'on vit dans des corps et que Dieu se sert de notre corps. Et que si on n'est pas en forme, on ne peut pas servir les autres, en fait. Et là, encore une fois, être en forme, ça ne veut pas dire être capable de squatter 300 kilos. Mais ça veut dire être capable de servir les autres avec le corps que Dieu nous a donné. Ça veut dire des choses différentes pour chacun de nous. Certains auront plus de capacité que d'autres. Ça, c'est la grâce commune. On n'a pas la même mesure de grâce. Mais en fait, avec ce que Dieu nous a donné... Et pas la même mesure de graisse non plus. On a l'IMC, c'est l'indice de mesure de graisse. Ouais, c'est ça. Ah non, c'est l'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. Rien à voir. On s'en fout. Mais on devrait chercher à être fort. On devrait chercher à être des hommes forts. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Ouais, c'est ça. Avec les limites que Dieu nous a données, et je me permets d'ajouter que, enfin voilà, si tu es un homme et que après un accident, tu es paraplégique, que tu peux pas... T'es pas moins un homme. T'es pas moins un homme, quoi. Mais en tant qu'homme paraplégique, tu peux être un homme fort avant tout moralement et dans ce que Dieu t'a donné pour pouvoir servir ton prochain, quoi. Tu ne dois pas abandonner les vocations que Dieu t'a données, mais avec les limitations qu'il t'a imposées, chercher à le glorifier dans toutes tes vocations, quoi. Mais voilà, c'est l'inverse, c'est le script du monde, quoi. T'es pas un homme si t'es pas fort pour être fort. Mais que la force est toujours orientée, comme tu le disais, vers le service du prochain et le sacrifice de soi pour son bien, quoi. Ouais. Et alors, elle propose de redéfinir la masculinité selon la perspective justement spirituelle, où c'est pas des relations de guerre et de combat, mais dans des relations d'amour que l'homme va vraiment exprimer sa masculinité. Oui, et là, il y a deux choses. Il y a la prise de conscience que l'amour est au cœur de ce que Dieu nous demande d'être, c'est-à-dire que un homme ne peut pas être un homme sans aimer son prochain. Parce que, c'est la vocation de chaque être humain, mais deux, dans la vocation de l'homme, c'est de servir l'autre. Et de se sacrifier pour celui que Dieu a placé à nos côtés. Et alors en particulier dans le mariage. Mais en fait, comme on l'a déjà dit, tout homme, même s'il n'est pas marié, peut et doit se comporter avec les autres et avec les femmes en particulier de manière sacrificielle et être une image de Christ. Et donc, en fait, l'amour, c'est le cœur de ce que Dieu nous demande d'être. Et si on enlève ça, on ne peut pas être vraiment un homme. Donc ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est que, comme je l'ai dit la semaine dernière, Percy, elle donne plusieurs exemples d'hommes tu vois, qui étaient engagés dans des trucs assez... soit misogynes, ou tu vois, dans la culture un peu red pill, ou dans des trucs un peu masculinistes, voilà, de dénonciation très misogyne, avec une vision très leurs opposants parleraient de masculinité toxique. Et elle donne plusieurs exemples d'hommes qui ont été transformés par la grâce de Dieu et qui ont renoncé, en fait, et qui ont dénoncé
ce qu'ils avaient écrit et leur vision du monde, et justement qui se sont rendus compte que l'amour de Dieu explique leur conversion et ce qu'ils ont vécu, mais aussi vient redéfinir leur vision de la masculinité. Et elle cite aussi une étude, alors ça c'est hyper intéressant, de l'université de Harvard, qui a suivi un groupe d'hommes pendant près de 80 ans. Et ça fait partie des études, c'est incroyable là, quand tu as des études qui sont suivies pendant des décennies comme ça. Autant de temps, ouais. Et le sujet de l'étude, c'était de déterminer ce qui rendait ces hommes heureux. Et elle dit, les chercheurs ont découvert que le facteur le plus important pour le bonheur et la santé des hommes n'était pas la célébrité, la richesse, mais la classe sociale ou la réussite professionnelle. Non. Ah bon? Mais c'est des relations étroites et aimantes. Les hommes qui étaient les plus heureux, c'est ceux qui avaient des relations étroites et aimantes. Et c'est un renversement, encore une fois, on a une dimension contre-culturelle. Et là, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure avec cette idée que ces vertus-là, d'amitié, d'amour, étaient des vertus qui étaient associées aux femmes et qui étaient vues comme anti-masculines. Non seulement, comme on vient de le dire, c'est des vertus qui sont au cœur de ce que ça veut dire être un homme, mais encore, c'est la seule condition pour être heureux. Et là, en fait, Harvard, merci Harvard, mais en fait, lis la Bible. Il n'y a qu'en étant ce que Dieu nous appelle à être. 80 ans, quoi. C'est ça. Il n'y a qu'en étant ce que Dieu nous appelle à être qu'on sera vraiment heureux. Et glorifier Dieu, c'est le seul moyen d'être heureux. Vivre comme il nous le demande, c'est le seul moyen d'être heureux. C'est ça. En fait, en ne faisant pas ce que Dieu nous demande et ce pourquoi il nous a créés, on est en train d'aller à contre-courant. Et je trouve qu'on le retrouve ça, même dans la culture malgré tout, avec, tu vois, l'image. En fait, si tu demandes aux hommes ce qu'ils veulent être, tu retrouves le rêve un peu, l'archétype de celui qui va vaincre le dragon pour sauver sa bien-aimée, quoi. Ouais. Tu vois, et qui au final, en fait, est l'homme qui qui a mis de l'ordre, et avec l'épilogue où il est dans sa maison et ils vécurent heureux avec de nombreux enfants. C'est pas juste un rêve de fille, mais c'est aussi le rêve du garçon, quoi. Comme le gars qui va à la guerre et qui retrouve sa femme après, tu vois, ou qui, tu vois, il reste ça quand même dans l'homme, où en fait il veut agir pour celle qu'il aime. Ouais, tout à fait. Et on retrouve ça, Dieu, dans la grâce commune, quoi, tu vois, on trouve cette trace-là chez l'homme, quoi. Ouais. Et donc, c'est nous, en tant qu'hommes chrétiens, on doit justement réhabiliter la question de ces vertus que Dieu, qui sont bibliques, quoi, et auxquelles on doit suivre. Et puis elle dit aussi que un vrai homme, c'est un homme mature qui obéit aux commandements de Dieu. Et elle parle des mots qu'il faut surtout pas énoncer, enfin des pires mots qu'un père peut dire à son fils ou qu'un homme peut dire à l'autre. Ouais, c'est ça, c'est quand on dit sois un homme. Pourquoi? Alors, je crois pas que. Alors, ça, elle cite en fait un gars qui a fait un TED Talk qui s'appelle Herman et qui dit on devrait pas dire ça parce qu'aujourd'hui, ça veut dire justement étouffe tes sentiments, éteins tes émotions, sois pas une poule mouillée, une sissi, comme tu sais, on disait la dernière fois. Ne sois pas comme une fille, sois un vrai homme. Et en fait, c'est une espèce de. C'est ce on entend, tu vois, dans la rhétorique aussi féministe, des injonctions, tu vois, masculinistes. Dire que il faut pas dire aux hommes d'être des hommes ou d'être un. On peut pas dire à un garçon sois un homme ou à un homme dire sois un homme parce qu'un homme c'est mauvais et c'est pas bien, il faut pas être comme les hommes. Au contraire, en fait. Il faut retrouver la vraie origine de cette expression. Et elle cite... et l'inverse, moi je dirais, tu vois, c'est plutôt de rappeler
à un homme, pas lui dire sois un homme, mais lui dire tu es un homme. Ouais, c'est ça. Donc tu ne peux pas te comporter comme ça. Tu vois, Exactement. c'est vraiment parce que tu es un homme, ton devoir c'est celui-là. Euh, C'est pas t'en es pas un tant que tu n'es pas capable de faire ça, et c'est même libérateur. C'est parce que tu es un homme, tu sais que Dieu t'a donné ce qui est nécessaire pour tes vocations. ouais. Donc fais confiance à Dieu, obéis à Dieu et agis conformément à ce que tu es, quoi. Mais alors moi je dirais, on peut dire sois un homme et on devrait le dire dès lors qu'on a une vision biblique de ce que c'est. Et elle cite ce passage-là magnifique des dernières paroles de David à son fils. On est au tout début de 1 Roi 2. Je vous lis. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant « Je m'en vais par le chemin de toute la terre. Fortifie-toi et sois un homme. » Donc on voit que là, il y a la notion de force et d'être un homme. Et c'est comme ça que David, alors il parle à Salomon qui est déjà un adulte, hein, mais du coup c'est intéressant de dire ok, qu'est-ce que dit David en s'en allant sur son lit de mort. Il dit ça à son fils et il continue en fait. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire sois un homme, qu'est-ce que ça veut dire fortifie-toi, observe les commandements de l'Éternel ton Dieu en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu tourneras. Donc, il y a cette idée, et on retrouve la même chose d'ailleurs dans l'ordre qui est donné à Josué, fortifie-toi et prends courage, avec cette invitation à obéir à la parole de Dieu et à ne pas s'en détourner ni à droite ni à gauche. Le courage et l'intégrité est lié à l'obéissance à la parole de Dieu. Et ça vient déterminer à la fois le rôle que Dieu nous attribue en tant qu'homme, mais aussi ça vient déterminer ce qu'est un homme par rapport à un enfant. Il n'y a que un homme mature qui obéit de lui-même. Il n'a plus besoin d'être enseigné par son père. Et d'ailleurs, c'est intéressant parce que c'est David qui dit ça à Salomon. Et donc, David encourage son fils à être un homme comment ? En obéissant aux lois de Dieu. Et donc, il y a cette idée dont on parle souvent, hein, qu'un homme, c'est pas juste quelqu'un qui se construit en opposition à une femme. Un homme, c'est l'homme c'est le garçon qui est arrivé à maturité. Et donc, c'est pas juste une construction contre les femmes ou contre quelque chose qu'il n'est pas, mais aussi c'est contre quelque chose qu'il n'est plus. Il n'est plus un enfant. Il a atteint la maturité. Et un homme, c'est celui qui fait ce qui est juste. C'est celui qui est, encore une fois, celui qui est vertueux. Et c'est quoi la vertu ? C'est obéir à Dieu. Et donc, cette maturité-là ne peut s'obtenir que par l'obéissance à Dieu. C'est ça. En fait, mettant en pratique la parole. On est mature quand on obéit, et on obéit quand on est mature. C'est ça. Plus un cercle vertueux. Plus tu obéis, plus tu mûris, plus tu as en toi le désir d'obéir. C'est pas une contrainte qui est extérieure comme celle d'un enfant où on lui dit bah, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, tu désires le faire. Et c'est ça la définition de la vertu, quoi. C'est vraiment l'habitude morale, c'est le moteur est intérieur, quoi. Tu n'as plus besoin d'une contrainte extérieure qui t'encourage ou qui te contraint à le faire. Tu as ce désir intérieur, cette inclination justement à faire le bien. Et là, on retrouve dans nos églises aussi, cette nécessité de s'encourager les uns les autres, entre hommes, à être des hommes et à faire ce qui est juste, et à suivre la parole de Dieu, à obéir. Et du coup, quand on encourage un frère qui s'égare ou qui est paresseux ou qui ne fait pas ce que Dieu lui demande, on n'est pas en train juste de l'aider à être un meilleur chrétien, on est en train de l'aider à être un meilleur homme. Et en fait, c'est ainsi, en s'encourageant les uns les autres dans l'obéissance à la parole de Dieu, qu'on peut aussi cultiver cette contre-culture dont on parlait la dernière fois,
une nouvelle société qui montre au monde ce qu'est être un homme. Et ce qu'est être un homme, c'est prendre soin des autres à la gloire de Dieu. En fait, c'est en remplissant nos vocations et en étant vertueux que l'on est des vrais hommes et qu'on montre à une société qui est complètement perdue et qui est ballottée à tout vent de doctrines masculinistes ou féministes, ce qu'est être vraiment un homme. Ouais, excellent. Je conclus avec cet encouragement à l'Église donné par Paul en 1 Corinthiens 16, où il leur dit « Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. » Bien, et on se retrouve la semaine prochaine, Matt, pour continuer de réfléchir à tout ça. Pensez à vous inscrire à la chaîne YouTube de TPSG, à être vertueux en cherchant, en étant incliné vraiment au désir d'encourager les frères et sœurs, en l'occurrence les deux frères, en nous mettant un pouce et des étoiles, un commentaire sur Spotify ou sur Apple Podcast. Enfin bref, là où vous êtes, on compte sur vous, les amis. Ça nous aide à mieux diffuser le contenu de TPSG. On vous dit à la semaine prochaine et à bientôt. À bientôt.